Bonjour à tous, bienvenue, une émission Passion cette semaine dans Sans Concession avec Motul qui nous invite à la rencontre des commissaires de piste, des hommes exceptionnels sans qui rien ne serait possible. Merci Pascal de nous permettre d'aller dans les coulisses du Mondial Superbike. Depuis combien de temps Motul est impliqué dans le Mondial Superbike? Eh bien, c'est la 4e année que nous sommes partenaires du Superbike Monde. On est partenaire titre de ce championnat, ô combien important pour notre activité, qu'elle soit sportive et commerciale. À Manicourt, on a eu un week-end exceptionnel avec un titre mondial, celui de Jonathan Rea. Fantastique, Ouais. formidable. 5e. Le 5e. 5e de la part de Jonathan avec toutes les qualités qu'on peut lui reconnaître. Un début de saison difficile, mais une fin de saison en fanfare. On a eu aussi la première victoire d'un pilote turc, ça n'est jamais arrivé, Toprak Razgatlioglu, une révélation. Oui, tout à fait, une révélation. Et puis, depuis très longtemps, on n'avait pas eu cette nation présente dans un championnat ô combien populaire. Alors, on a eu Kenan Sofuoglu en 600 Supersport et justement en Supersport, on a eu une Marseillaise, très belle victoire en Supersport de Lucas Mayas. Fantastique. Lucas Mayas c'est déjà un type atypique, très particulier. Mais alors gagner devant son public, c'est encore plus fantastique, à la fois pour lui et pour le public. Et alors, on a eu aussi côté français un super Loris Baz, là c'était en Superbike. Loris Baz, une semaine avant, faisait le bol d'or, il a eu une chute très difficile, très risquée, il a eu peur. Et d'ailleurs, Loris en a profité pour remercier les commissaires de piste qui l'ont tiré de ce mauvais pas. Loris Baz, les commissaires de piste, on en vient au sujet qui t'intéresse, les commissaires, sans eux rien de possible. C'est ce qu'on explique souvent aux gens, on ne fait pas de plus en plus de social. L'humain a de plus en plus d'importance dans le sport mécanique. Le sport mécanique laisse de moins en moins de place aux erreurs. Et aujourd'hui, si on n'avait pas cette profession, qui pendant longtemps n'était que condamnée à recevoir une casquette, aujourd'hui elle est indispensable. Sans ces hommes exceptionnels qui se lèvent très tôt, rien ne serait possible en sport moto. Justement, Mickaël Levivier, grâce à vous, est allé à la rencontre des commissaires de piste. À toi Mickaël. Vous êtes en forme? Donc hier soir, on a vu avec Pascal tous les chefs de poste et les chefs de zone pour leur expliquer exactement le travail dont nous avions besoin tout au long de ce week-end. Comme je vous disais tout à l'heure, 7h50, plus personne sur la piste, 8h10, de 7h50 à 8h10, c'est les essais pour les chronos. Essayez de vous mettre avant, il est 7h20, on a le temps de se mettre en place. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Quand je suis arrivé ici il y a 4 ans pour apprendre ce job et puis officier en direction de course, j'ai découvert un univers qui est extra avec des gens passionnés qui passent tout leur week-end sur les circuits. C'est une communauté en fin de compte. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui cette communauté elle a tendance à vieillir un peu. C'est sûr que commissaire c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai moi-même été commissaire en 95 lors des 24 heures du Mans. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de devenir journaliste, de rentrer à Motojournal ensuite. Donc, je te laisse organiser. La journée va démarrer. On est vendredi, au début du week-end de course. Il faut se mettre en place. Les essais démarrent. Je te laisse travailler. C'est parti. Allez, bonne journée les gars. Quelle zone? Zone 11. Zanella. 11. Zanella Marie-Pierre. Alors, comment on fait pour devenir commissaire? Ben, c'est très simple. Il y a un examen qui s'appelle le CASM. Qu'on va passer, qui est pas très compliqué. Le plus dur à comprendre, c'est la manipulation du drapeau. Voilà. Une fois qu'on a intégré cette manipulation, on peut être commissaire. C'est très important parce que la signalisation et l'intervention, c'est très important. Être, tu vois, à 7h du matin jusqu'à 18h ou autre, au bord de piste, quand il pleut ou quand il fait très chaud, c'est très ingrat. Le vendredi, le samedi, le dimanche. Plein. Tous les spectateurs qui sont ici, s'ils le souhaitent, peuvent aller voir un club affilié à la fédération, de dire voilà, je souhaiterais passer ma licence de commissaire. Et voilà, c'est ouvert à tous, quoi. Alors Jean-Marc, là, tu t'apprêtes à partir avec l'Adorna sur l'inspection de la piste de tous les commissaires pour être sûr que ça soit tout en place, c'est ça?
Ouais, c'est un moment qui est quand même assez... c'est tout le travail que tu as pu mettre en place pendant des semaines et des mois avant, sur le nombre de commissaires, sur l'organisation, sur leur présentation, sur leur organisation. Tu as et combien de ce matin, commissaires, là il y a à peu près 210 commissaires qui vont être sur le bord de piste. Sur le bord de piste. Et ce matin, c'est le juge de paix, c'est-à-dire que j'ai les gens de la Dorna qui sont là, les safety officers, le race director, qui vont être avec moi dans la voiture et on va comptabiliser tous les commissaires pour savoir si on a le bon nombre et si tout le monde est bien installé, si les matériels, les protections pilotes, tout ça c'est fait et si c'est ok, voilà. Nous sommes avec Jean-Claude et Josiane qui sont un couple de commissaires. Tu es chef de zone, Oui. c'est-à-dire que tu es responsable de tous les commissaires de la zone 3. Voilà, la zone 3, il y a une vingtaine de commissaires D'accord. qui sont répartis sur 4 postes. D'accord. Un ici, deux en face, et un là-bas et un là-bas. Alors, là, on est au virage Adélaïde. Adélaïde, oui. C'est un point sensible du circuit. C'est un des points sensibles du circuit où il y a malheureusement souvent des chutes. D'accord. Donc, il faut de l'expérience. Voilà. Et toi, tu en as? J'en ai un petit peu, oui. Alors, c'est indiscret de te demander ton âge. Alors j'ai 71 ans. 71 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais commissaire? 25 ans. 25 ans. Comment on décide de devenir commissaire? Alors, au départ, c'est par passion de la moto parce qu'on est motard. Alors, on commence au bas de l'échelle, hein. On commence stagiaire, après on fait le drapeau, après on va ramasser les motos, après on devient chef de poste et éventuellement, après on devient chef de zone. Notre mission première, c'est la sécurité des pilotes, hein. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'un pilote vient vous dire merci d'être intervenu. Ça fait un peu plaisir, ça justifie un peu notre travail. Alors, parti tous les week-ends, beaucoup de kilomètres. Et donc, vous logez sur les paddocks. Vous êtes les avec un paddocks. camping-car, je suppose? Pas du tout. Pas du tout. On a un trafic Ah ouais. et on a mis dedans un lit superposé Ah ouais, qu'on voilà. a bricolé puisque c'était le lit des enfants. Et puis voilà, on fait nous-mêmes des roulages. D'accord. Donc il faut pouvoir enlever le lit pour mettre les motos quand c'est nous qui roulons. Alors, tu me dis, tu fais du roulage, mais tu fais du roulage comment? Sur la piste? Sur la piste, oui. Aussi? circuit, oui. Waouh. Et avec quelle moto Oui. alors vous roulez? Alors, mon mari roule avec une Kawasaki ZXR et moi avec un ER6 Kawasaki. Ouais. Tu as la chance de voir des pilotes tels que Rossi venir tout près avec vous, avec les commissaires, justement à la fin. Et j'ai surtout eu la chance, à un GP, de travailler dans les stands, Ah au ouais. contrôle des pneus et de l'essence, avec les pilotes. Ah, ça c'est Et là, génial. c'était l'époque de Nakano et Edwards, Ah tout ça. ouais. Et c'est génial, c'est génial. Je vous propose de retrouver tout de suite notre rubrique essai avec Johan qui a essayé ici même la nouvelle Aprilia RSV4. Salut à tous, si je vous pose la question à savoir quelle est la meilleure pistarde de tous les temps, vous allez me dire Carole Montillet. Bien sûr, mais c'est hors sujet. Ici, on est sur la meilleure pistarde de tous les temps en circuit, la Aprilia RSV4 RR. Le modèle 1000 cm3, plébiscité par tous les pistards de France, est toujours au catalogue. Mais si nous sommes ici à Manicourt, ce n'est pas pour essayer ce modèle-là, mais la toute dernière version, l'avion de chasse, comme on le surnomme, la fameuse RSV4 1100 Factory. Alors qui dit Factory chez Aprilia dit le must, la meilleure dotation au niveau de l'équipement. On a pour ce faire un tout nouveau cadre, plus rigide mais aussi plus léger, dans lequel est intégré un tout nouveau moteur 1100, le V4 de 217 chevaux à 13 000 tours minute. Autant dire un vrai foudre de guerre pour lequel Aprilia a pensé à tout, c'est-à-dire qu'on a des aides électroniques, à savoir 3 modes, 3 cartographies, un ABS de courbe, un traction control, un anti-wheeling,
Bref, l'essentiel pour que tout le monde se prenne pour un pilote et puisse régler la machine comme il le souhaite. On a sur cette nouvelle factory une partie cycle qui a été développée spécifiquement pour la piste. On a une fourche all-ins entièrement réglable, un amortisseur du même acabit entièrement réglable, et le plus impressionnant par rapport au modèle 1000 RR, c'est le fameux habillage avec ces ailettes développées à l'origine en MotoGP et adaptées sur ce modèle pour stabiliser la machine à très haute vitesse, un appui aérodynamique supplémentaire que l'on a pu sentir sur ce fameux circuit de Manicourt. Le freinage signé Brembo est plus que satisfaisant, voire même trop puissant par moment. Heureusement, on a 3 modes d'ABS réglables. ABS de courbe signé Bosch qui peut être parfaitement déconnectable. D'ailleurs, l'essentiel des aides sur cette machine peuvent être déconnectées. On a un shifter up and down ultra réactif, très précis, très facile à utiliser. En somme, cette machine est plus qu'une pistarde, c'est le jouet idéal tant pour les pilotes intermédiaires que les pilotes de très haut niveau. Reste à savoir si les clients seront prêts à débourser 23 000 € pour cette machine de guerre. On est avec Sophia, tu as 28 ans. C'est ça. Voilà, 28 ans. Alors, qu'est-ce qui te motive à venir affronter la pluie, le froid, te lever tôt La moto. La moto, voilà. La passion de la moto. Génial. Tu roules à moto? Oui. Qu'est-ce que tu as comme moto? Un CBF 500. Alors, je crois qu'en plus, tu suis une formation particulière qui est celle du PC vidéo, c'est ça? C'est exactement ça. Donc ça aussi, c'est très très intéressant. Ça change du bord de piste. On voit vraiment comment ça se passe à un autre niveau dans les bureaux, la direction de course, tout ce qui est... Et c'est toujours aussi intéressant de voir, en fait, de pouvoir avoir une autre approche du circuit et des courses. Allez. Salut Jules. Salut. Ça va? On est avec Jules Cluzel, qui vient de faire sa première séance d'essai. Les commissaires ont agité les drapeaux. Est-ce qu'il y a eu des changements d'adhérence ce matin? C'est quoi l'importance pour toi des commissaires? Ouais, l'importance, elle est énorme parce qu'on compte sur eux pour notre sécurité. On a besoin d'eux pour comprendre la piste, l'état de la piste, le danger qu'il peut y avoir en piste. Et des commissaires qui font bien leur boulot, on va dire, ça fait la différence. On a eu des fois des petits soucis. Et globalement, par rapport à la séance de ce matin, tout s'est bien passé et ils sont au top ici. Le commissaire, déjà, la première chose, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de course. Et surtout aussi, il y a un truc qui nous fait plaisir, c'est qu'à la fin de la course, ils viennent au bord et ils sont tous à nous applaudir. Et ça, ils nous remercient, mais on les remercie eux avant tout. Hervé et Nicolas vont nous présenter les drapeaux. Alors, on commence avec le vert. Alors, vert, présenté au pilote, la piste est libre, rien à signaler, il passe. On peut y aller. Jaune, attention, chute, il y a une réglementation, on ne doit pas doubler sous drapeau jaune. Très bien. Le rouge. Rouge, arrêt de la course. De la course, les pilotes de l'essai, du roulage. finissent leur tour et rentrent. D'accord. Il y a un incident sur la piste, on arrête. On a eu la pluie aujourd'hui, donc drapeau pluie. Pluie, ça. Drapeau d'information, pluie. D'accord. Le bleu. Le bleu présenté à un pilote, il va se faire doubler, il va prendre un tour. Il va prendre un tour, il va se faire doubler. Attention. Attention. On ne gêne pas la tête de course. Voilà. Jaune et rouge. Alors jaune et rouge, voilà, chute, huile, terre et autres. Attention, changement d'adhérence. D'accord. Le noir. Alors le noir est présenté normalement avec le numéro du pilote, c'est un drapeau d'injonction. On intime un ordre, l'ordre est de sortir le plus vite possible. D'accord. Le pilote a un problème, il a fait une faute, on le sort. Le pilote a un problème sur sa machine, on lui demande de s'arrêter le plus vite possible. Ah oui, alors là, il faut qu'il s'arrête tout de suite, quoi. C'est ça. D'accord. Et le blanc, pour finir. Et le blanc, malheureusement, c'est un drapeau qu'on n'aime pas, c'est le drapeau de l'ambulance. Pascal, le Superbike a une longue histoire, ça remonte à 1988. Motul a longtemps été impliqué dès les débuts. Dès le départ, du partenariat qu'on a pu avoir avec, et qu'on a toujours, avec Suzuki au plus haut niveau. Alors effectivement, il y a le MotoGP, mais il y a aussi le développement qui a été à la base sur la compétition, qui était sur le Superbike. Et on a accompagné pendant plusieurs décennies Francis et Patricia Bata, à l'époque de Flamini, sur le Mondial Superbike. On a eu plusieurs titres, donc dans la catégorie 1000 et puis aussi en 600. Avec Stéphane Chambon. Notamment avec Stéphane Chambon de l'époque, qui était notre funambule d'actualité de ces époques-là. Alors justement, le Superbike, on s'y intéresse à son histoire. On est allé rencontrer l'un des hommes par qui le Superbike est arrivé, un Français, Philippe Debarle. Des track days à la compétition de 10 à 70 ans, seul Pirelli vous accompagne quel que soit votre niveau avec une gamme de pneus à découvrir sur pirelli.com.
Philippe, Jean-David. ça va? Putain. Ouais, très bien. Bon, Tu impeccable. t'installes là? Allez. Je t'en prie. Bon, Philippe, je suis ravi de te voir. Moi aussi, David. Ça me fait plaisir de venir dans ton quartier pour parler de Superbike. T'es d'accord? C'est gentil. Voilà, on va. Qu'est-ce que tu prends? Un café avec un verre d'eau, s'il te plaît. Un café, s'il vous plaît. 2 cafés, s'il vous plaît. Et un verre d'eau. Et un verre d'eau. Merci. Philippe, le Superbike, c'est un peu ton bébé. En partie. En partie. Tu as participé à la création de ce championnat. Oui. Tu peux nous expliquer brièvement en quoi tu es à la naissance du Superbike? Eh bien, disons que le championnat du monde Superbike a été créé sur une suggestion de Jim France, qui était le patron de la compétition moto à Daytona, et qui, dans les années 80, n'avait plus de plateau digne des 200 miles, alors que dans les années 70, il y avait tous les meilleurs pilotes du monde, Agostini, Roberts, Shin, Cecotto, tout le monde. Et dans les années 80, ils couraient avec des 500 2 temps, des 750 2 temps et des gros Superbike 4 temps américains. Donc ça faisait un plateau complètement hétéroclite, et bien évidemment, les étrangers ne venaient plus. Donc Jim a essayé de trouver une solution, il en a parlé à son ami Steve McLaughlin, et ensemble, ils ont décidé que l'avenir, c'était d'essayer d'internationaliser la catégorie Superbike pour que tous les pilotes du monde puissent avoir un règlement identique et participer, s'ils le souhaitaient, aux 200 miles. Et donc, le meilleur moyen, c'était de créer un championnat du monde Superbike. C'est venu dès 200 miles, c'est parti des 100 Tout à miles. fait, et c'est lui qui a payé, qui nous a financé, qui nous a donné 50 000 $ pour les frais de déplacement, pour aller voir les circuits, pour aller voir les équipes, pour aller voir la FIM, etc. Et toi, Steve McLaughlin, ton lien avec lui, c'est quoi? Bah, moi, je l'avais connu parce que j'ai habité aux États-Unis dans les années 70, donc je suivais le championnat américain. Et Steve connaissait très bien les États-Unis, connaissait bien le Japon puisqu'il avait travaillé pour Honda, mais c'est tout. Donc il savait qu'on était redevenus amis là-bas. Il savait que j'avais organisé la première course de dragster en France en 1980, ça s'était bien passé. Sur le circuit du Mans? Sur le circuit du Mans avec l'Automobile Club de l'Ouest, merci à eux. Ouais. Et l'année d'après, en 1980, la première course de supermotard hors Californie. Ça s'était bien passé également, donc je connaissais un petit peu, merci. Donc ce qui était l'organisation. Et puis le fait de suivre les championnats du monde me permettait un peu dans le monde entier de connaître les responsables des circuits, les gens de la FIM, les constructeurs, les manufacturiers de pneumatiques, les fabricants d'accessoires, genre suspension, freinage, casque, etc., etc. Donc, étant donné ma connaissance un peu internationale de la compétition moto, il m'a proposé qu'on s'associe ensemble pour monter le championnat du monde Superbike. D'accord. Et comme on a une fois eu une chance dans sa vie de faire un truc comme ça, parce que tous les championnats du monde ont été des rassemblements d'épreuves, des regroupements d'épreuves diverses qui existaient avant. Et là, il est né. Là, c'est la seule fois dans l'histoire de la moto où il y a un championnat du monde qui a été créé de A jusqu'à Z, y compris le règlement, y compris le choix des concurrents, le choix des circuits, etc. Le premier championnat du monde a donc lieu 1988, c'est la première année de création du championnat du monde Superbike. Oui, c'était ça. Création du championnat du monde Superbike 88, Merkel, 88, 89, 90 Raymond Roche. Voilà. Et puis après, le championnat est lancé avec des Ducati qui dominent. Alors, oui, il faut revenir un petit peu sur un point important quand même, c'est la partie du règlement. Oui. Parce que nous avons été, donc, première chose au Japon, c'était la partie la plus dure à négocier avec Honda et les constructeurs japonais pour la question du règlement technique. Oui. Parce que si on voulait impliquer tous les constructeurs du monde entier, donc c'est nous qui faisions le règlement technique et personne d'autre. Et donc on a dit aux Japonais, pour homologuer vos machines, il faut que vous en fabriquiez 5000. D'accord. Et que les autres constructeurs, on ne dira pas les non-japonais, on dira les petits constructeurs, 500 minimum. Ouais. Les Japonais devaient avoir 750 cm3 maxi, les autres 1000 cm3. Les Japonais 165 kg minimum et les autres 140 kg. Donc ça donnait 1000 cm3, 140 kg contre 750, 165 kg. Les Japonais étaient très défavorisés. Alors, et ils ont accepté le règlement tout simplement parce que les autres n'avaient pas du tout leur niveau de technologie, en particulier les gens qu'on voulait voir, c'est-à-dire BMW, Harley-Davidson et Ducati. Et c'est un championnat qui aujourd'hui se distingue des Grands Prix parce que ce sont toujours des motos dérivées de la série en opposition aux Grands Prix qui sont des prototypes. Oui, tout à fait. Il faut un cadre de série par exemple.
éventuellement renforcés, mais on ne peut pas retirer de matière. Les carters moteurs doivent être d'origine, donc on est très très proche de la série. Et c'est ça qui nous a fait un petit peu peur au début. On pensait que les spectateurs pouvaient ne pas être forcément intéressés, dans la mesure où il y avait les 502 temps à l'époque qui étaient des machines extraordinaires au niveau spectacle. Et puis on est arrivé à Hockenheim, où il y a un stadium, donc ça fait stade de football. Les motos rentrent d'un côté, ça fait un S, et elles ressortent de l'autre côté. Et le jour de la première course du championnat du monde Superbike, il y avait énormément de gens dans les tribunes. Et les Allemands aiment bien tout ce qui est mécanique, ils aiment bien les beaux moteurs, etc. Et on a dit, on espère que ça va leur plaire, parce qu'ils sont habitués aux 502 temps, ça va être dur quand même, nous avec nos gros 4 temps. Et on arrive dans le stadium par une très très longue ligne droite de la forêt. Et à ce moment-là est arrivée la Ducati. La Ducati qui prenait des tours comme c'est pas possible. Jamais un Bicylone n'avait pris autant de tours, un gros 4 temps. Et quand Marco Lucchinelli est rentré dans le stadium, en rétrogradant, etc., là les spectateurs se sont levés et ont tous applaudi. Donc il y a une et question on a dit, de bruit. on a gagné. D'accord, donc 1988, première course du championnat du monde. Est-ce que l'esprit a été préservé du Superbike par rapport à aujourd'hui? Oui, dans la mesure où on court toujours avec des machines qui sont dérivées de la série. C'est ça le plus important et ça permet d'avoir une certaine équivalence. Cette année, par exemple, on a vu que, bien évidemment, Ducati avait gagné, également Kawasaki, également Yamaha. Ils sont très proches et donc l'esprit, à la base, est respecté. Aujourd'hui, les Grands Prix sont passés à 1000 cm3, exactement comme le Superbike. Avant, le Superbike, c'était 750, maintenant c'est 1000. Avant, les Grands Prix, c'était 500, la catégorie reine. Maintenant, c'est 1000. Il n'y a pas de confusion entre les deux catégories? Ah mais on n'aurait jamais parié là-dessus. Nous, quand on a commencé avec nos gros moteurs 4 temps, jamais on a pensé que les Grands Prix allaient s'y mettre. Ça a été une surprise totale. Honda, Kawasaki aime le Superbike parce qu'ils se sont retirés des Grands Prix il y a maintenant quelques années. Et aujourd'hui, Kawasaki mise tout sur le Superbike. Ça fait 5 ans qu'ils sont champions du monde avec Jonathan Rea, qui n'est pas allé en Grand Prix. Donc Kawasaki, mais aussi Ducati avec les années Fogarty, avec les premières années. BMW maintenant. BMW. Finalement, il est venu en Superbike, pas en Grand Prix mais en Superbike. On peut citer aussi Yamaha avec la période Aga, on peut citer Suzuki, on peut citer toutes les marques qui y ont trouvé leur compte finalement. Dès la première année, il y avait officiellement les 4 constructeurs japonais, plus Bimota, plus Ducati. Philippe, le Superbike est plein d'émotions, c'est une catégorie presque anglo-saxonne. C'est devenu une voie d'accès au plus haut niveau de la compétition moto chez les anglo-saxons. On sait que les Italiens et les Espagnols privilégient les Grands Prix, mais les Anglais, avec Donington, avec toutes les années Fogarty, sont très Superbike. Est-ce qu'il y a eu des moments forts dans cette histoire du Superbike que tu retiendrais? Il y a eu un moment particulièrement émouvant. C'est-à-dire que, par exemple, quand Honda a accepté de courir en championnat du monde Superbike, ils nous ont dit, voilà, on fournit tout le matériel d'usine pour 5 pilotes. Donc les motos, les moteurs, les pièces de rechange, les pièces de chute, pour faire la totalité de la saison à 5 pilotes. Et c'est vous qui choisissez les 5 pilotes. On a dit merci beaucoup. On a pris donc Fred Merkel, qui était champion des États-Unis et qui est devenu champion du monde. Roger Burnett, qui était un jeune espoir britannique, qui a fait la première pole en championnat du monde Superbike. Virginio Ferrari, qui était champion du monde Formula TT en 87, donc l'année d'avant. C'était le seul pilote de vitesse champion du monde en titre avec un gros moteur 4 temps. Malcolm Campbell, parce que c'était un mec super sur le plan humain, sur le plan pilotage, et que le marché australien était important pour Honda, il faut être réaliste. Et également Joey Dunlop. Joey Dunlop, le maître du Tourist Trophy. Oui. Puis un des plus grands seigneurs de toute l'histoire de la moto. Sir Joey Dunlop. En particulier sur le plan humain, c'était un type extraordinaire. C'est quelqu'un qui était très impliqué dans les œuvres caritatives, qui a été anobli par la reine d'Angleterre, un pilote anobli par la reine d'Angleterre, et qui est le recordman des victoires au Tourist Trophy aussi. Et donc il y a un lien très fort entre les pilotes anglo-saxons, britanniques et le Superbike. Oui, bien sûr, on voit le nombre d'ailleurs entre Johnny Rea, entre Chas Davis, avec Tom Sykes, avec Alex Loves, etc. Enfin, Fogarty.
Oui, dans les anciens, bien sûr. Oui. On ne va pas faire toute la liste, mais Non. les Anglais ont toujours été des amateurs de gros 4 temps. Dans leur championnat national, il n'y a jamais eu de 500 de temps. Et d'ailleurs, c'est l'une des exceptions au Grand Prix. C'est un Anglais qui est arrivé par le Superbike, Cal Crutchlow, est l'un des rares exemples de pilotes qui ont réussi à s'intégrer au MotoGP en passant par le Superbike. Oui, Danilo Petrucci également. Ouais, et Ben Spies, mais ça n'a pas duré. Oui, il y en a eu plusieurs. Voilà. Philippe, le Superbike a maintenant plus de 30 ans. Jonathan Rea domine ce championnat. On a vu que Bautista est arrivé sur Ducati et a bousculé un peu la hiérarchie. C'est toujours passionnant. Qu'est-ce que tu souhaites au championnat du monde Superbike ? Moi, je souhaite qu'il continue en s'améliorant, en évoluant de manière positive. Ça a été le cas, par exemple, cette année avec le championnat du monde Supersport 300, qui, à mon avis, est une excellente initiative pour former des jeunes pilotes que l'on retrouvera après dans les catégories supérieures, que le règlement technique permette à tous les constructeurs d'avoir une chance de se mettre en valeur. Et ça devrait permettre de continuer à fournir du bon spectacle à la télé et aux spectateurs qui viennent sur les circuits nombreux, comme par exemple à Magny-Cours. Parlons maintenant des Français en Superbike. Les pilotes tricolores ont connu 2 titres. Un au tout début du Superbike avec Raymond Roche, en 90. Et puis un avec Sylvain Guintoli, plus récemment. Les pilotes français n'ont pas autant de titres qu'on aurait pu penser. Et pourtant, il s'en est fallu de peu. Il y a aussi Régis Laconi qui a failli gagner un titre. Oui, qui a terminé 2e, effectivement. Non, les pilotes français dans l'ensemble se débrouillent pas trop mal, mais historiquement, les pilotes anglais ont tendance plutôt à dominer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un championnat national, le BSB, le British Superbike, d'une qualité extraordinaire, alors que d'autres pays en Europe et ailleurs ont des championnats tout à fait corrects, tout à fait honnêtes, mais d'un niveau nettement plus bas que le championnat britannique Superbike. Bon, on se console avec l'autre catégorie, la 600, en Supersport, où là, on a énormément de Français qui ont été champions du monde. Sébastien Charpentier, Fabien Forest, Stéphane Chambon, Lucas Mayas plus récemment. Donc, on se console avec le Supersport. Oui, tout à fait, d'autant plus que c'est une catégorie intéressante, c'est une catégorie qui est spectaculaire. On l'a vu avec Lucas Mayas à Magny-Cours où il a fait une sacrée course quand même, bien que n'ayant pas la meilleure moto. Et on espère que dans la catégorie Supersport 300, les jeunes Français vont y arriver aussi. Il y en a quelques-uns comme Andy Verdoya qui pointent le bout de leur casque, qui sont à suivre. Merci Philippe pour cet entretien, merci pour ta connaissance profonde du Superbike. Avec grand plaisir. Et puis on se revoit sur un paddock. Eh ben, c'est parti. Allez. Pascal, je sais que tu te rends sur les courses toi-même à moto et forcément, il t'arrive d'arriver sur les circuits de nuit. Principalement la nuit. Principalement la nuit ? Principalement la nuit. Alors justement, on a un petit tuto sur la façon de régler ses phares. C'est le Web Atelier, on regarde ça avec Didier Daléo. La rubrique Web Atelier vous est présentée par La Bécannerie, tout l'univers du deux roues. La Bécannerie, c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références. Une livraison rapide grâce à notre logistique performante. Un service client composé de spécialistes de roues et un SAV réactif. La Bécannerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre deux roues. Bonjour David, bonjour sans concession. Aujourd'hui, on va essayer de faire la lumière sur vos lumières, les phares. Alors, vous n'avez pas forcément un réglo-phare chez vous. Un réglo-phare, c'est cet appareil qu'il y a dans les contrôles techniques et qui se met au niveau des phares de votre voiture. Donc, en fait, il y a des méthodes qui sont un peu plus simples, même si ce n'est pas aussi pointu en termes de réglage, mais on s'en sort très bien. Il vous faut un mètre, un 5 mètres, c'est super. Autrement, vous ferez des pas pour déterminer ça. Il vous faut un mur. Sur lequel vous allez pouvoir, avec du scotch, faire 2 bandes. Votre moto, forcément, avec une cale pour votre béquille pour pouvoir la placer à peu près droite. Et puis, je vous explique tout ça. Donc, on va se mettre dos au mur et on va faire 5 mètres. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes devant votre phare. Donc maintenant, avec le mètre, on va se mettre par terre et on va mesurer la hauteur, le centre d'ampoule. Donc l'ampoule, là, je suis à 89 cm. Maintenant, on va reporter nos 89 cm sur notre mur ou notre portail. Donc, on est bien à 89. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une valeur à 79, 10 cm maximum entre les deux valeurs. On se met en feu de croisement ou en code et on va pouvoir toucher le réglage de notre phare pour pouvoir après ensuite le serrer.
Alors ce réglage, il est divers sur diverses marques de moto et divers systèmes. Hein. Donc ça peut être une vis par le dessous, ça peut être à l'intérieur du carénage, ça peut être à l'extérieur au niveau de l'optique. Enfin bref, là ce qu'il faut c'est aller voir votre mécanicien ou alors vous téléchargez l'application WAM Daritech pour qu'on puisse vous aiguiller avec votre téléphone portable et pour pouvoir vous faire voir où est-ce qu'est le réglage. Hein. On vous montre sur le mur ce que ça donne. Du coup, on a le réglage qui est très bas. On va monter le faisceau en code ou en feu de croisement, le mettre jusqu'à l'aimant. Là, on va serrer notre phare. Et du coup, quand on se met en phare, en plein phare, et ben du coup, là, on peut éblouir les voitures. Et quand on se remet en code ou en feu de croisement, ben, les voitures ne sont plus éblouies. Et cette opération doit être faite avec le pilote sur la moto, les valises, la passagère, pour que quand vous rouliez à vitesse constante, eh ben en fait, le réglage soit correct. Hein. J'espère que ça vous a aidé. Merci sans concession et à plus tard. Vous êtes impliqué en Superbike, mais aussi en MotoGP, le Grand Prix du Japon notamment. Et on va s'y diriger au Grand Prix du Japon. Mais juste avant, il y avait le Grand Prix de Thaïlande. On a vibré. C'est même plus de la vibration à ce niveau-là. Je pense que depuis quelques années, 2-3 ans, on a vibré avec un grand pilote français qui était Johan pendant 2 années. Et puis cette année, on a un Quartararo qui nous emmène, je dirais, dans les nuages. On a un duo qui nous fait un débrief de chaque Grand Prix. C'est Yann Marian et Thomas Morcellino. On regarde ça tout de suite, le débrief du Grand Prix de Thaïlande. Bonjour à tous. On a explosé notre table basse ce matin, c'était chaud. Tom, ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, super. Bon, alors on a vu vos plus et vos moins du GP de Thaïlande. Alors forcément dans les plus, direct on attaque Marquez. À chaque fois on en a parlé 10 fois, 20 fois, 30 fois dans les commentaires, dans les débriefs, voilà. C'est fait. Ouais, alors en plus il n'avait pas besoin de faire ça, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de gagner, il savait très bien, il était informé sur ce que faisait Dovi. Ouais. Il n'avait pas besoin de gagner, mais on connaît Marquez. Il voulait être sur la plus haute marche. Il voulait en tout cas signer ce 8e titre en étant vainqueur, quoi. Et il est allé chercher Fabio comme il a fait à Saint-Marin dans le dernier tour. Voilà, donc ça a pris Fabio d'une première victoire, mais on sait que la victoire lui tend les bras, il lui reste, enfin voilà, il l'a clairement dit de toute façon, Marquez en conférence de presse, ce sera l'année prochaine, ce sera un prétendant à la couronne. Ouais. Et là on l'a clairement vu qu'il aura quand même du fil à retordre l'année prochaine. Bah voilà, justement, le deuxième plus, c'est qui? Bah c'est Fabio Quartararo, forcément. Bon, c'est que sa première année, mais on se dit déjà, pardon, ce matin il aurait pu gagner, il s'est pas laissé faire. Non, il s'est pas laissé faire, il a encore commis aucune erreur. Il a mené la course quasiment de bout en bout, sauf bien sûr à la fin. Mais voilà, encore aucune erreur, il a beaucoup appris, il a tenté une attaque dans le dernier virage. Ah ouais. C'est pas passé. Dans les moins, on aurait pu mettre tout le monde. Mais il faut choisir. Et moi j'ai envie de choisir les 2 pilotes Yamaha officiels parce que forcément sur la même moto que Quartaro, bah, ils ont été beaucoup moins bien. Vignales déjà, moi je pensais qu'il allait peut-être gagner ce matin, jouer la victoire, mais non. Mais beaucoup pensaient qu'il allait gagner effectivement. Son gros problème déjà, bon, c'est les départs. Et quand c'est sa moustache, faut la raser. Non, et quand ça se passe plutôt bien, c'est plutôt là le coup dont il s'est plaint pendant la course, c'est plutôt le fait que quand il part avec le plein, et les pneus neufs, ils luttent en début de course pour maintenir un rythme, et donc du coup une fois qu'on est décroché en MotoGP, ça pardonne pas. Ouais. Et Rossi? Bah, Rossi, dis-moi, moi qui suis à fond Rossi, tu le sais aussi. Bah, Rossi, son gros problème, c'est la même chose que les dernières courses, c'est-à-dire que c'est un peu l'inverse de Vignales, c'est qu'à partir de 7-8 tours, il a plus de grippe à l'arrière, et donc du coup forcément, il est obligé de réduire le rythme. Ouais. Il se fait malmener après par les pilotes Suzuki, donc il perd du temps, et donc c'est ce qui s'est passé. Et encore une fois, et aussi, je te coupe 2 secondes, c'est qu'il va falloir faire les meilleures qualifs au bout d'un moment.
Bah oui, parce que là, encore une fois, ça revient un peu à ce qu'on disait avec Vignales, c'est que quand on est distancé au début, c'est difficile de combler l'écart. Et donc là, maintenant, une bonne qualif, c'est ça qui conditionne tout. On voit les stats de Marquez, quand il part en première ligne, la plupart du temps, il transforme très souvent l'essai. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe pour Rossi, c'est difficile. Il est plus monté sur le podium depuis Austin, donc ça commence à faire un petit bout de temps maintenant. Et pareil, on l'attend devant Fabio, et c'est pas le cas aujourd'hui. Bon, écoute, on se donne rendez-vous dans 15 jours au Japon. On va se lever super tôt. Toi, ça va, est-ce que tu seras là-bas? Peut-être un peu jet-lagué, mais ouais. Mais on se donne rendez-vous, on va enchaîner le café, on est bien, et puis on va espérer une victoire de Fabio dans les prochains GP. Allez, bisous, ciao. Pascal, on a des Français qui brillent en Superbike et depuis cette année, on a le GMT qui s'est consacré complètement au Supersport, qui est venu de l'endurance. Le GMT 94, c'est une grande histoire d'amour avec Christophe Guyot depuis plus de 30 ans maintenant. Et vous le suivez toujours? Toujours. Toujours? Toujours, de cœur. Alors Christophe, on est allé à sa rencontre et puis lui aussi, il est très sensible au travail des commissaires. Voilà, on est à quelques jours de la manche du mondial Superbike à Magny-Cours. On est passé à Poitiers voir Christophe Guyot, le team manager du GMT 94. Salut Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Super. Alors Christophe, impossible de voir Christophe sans parler métal, hard rock, hein, avec ton super casque. On a fait quelques concerts ensemble, c'est toujours des bons souvenirs. Christophe, on est là pour parler de cette saison en mondial Supersport, de ce pari incroyable que tu as fait avec le GMT, de quitter le mondial d'endurance alors que vous étiez au sommet pour tenter une nouvelle aventure en mondial Supersport. Comment ça se passe? Ça se passe admirablement bien, la vie est belle. Merci Jules Cluzel qui nous a apporté 2 victoires et une pole position déjà. Et c'était incroyable parce que quand on a lancé le projet, on a commencé par faire 2 fois avant-dernier. Donc c'était pas facile à nos supporters de nous croire, de penser que le challenge était réalisable. On vit une saison incroyable. Pour toi qui as été pilote et qui est team manager, qu'est-ce que ça représente les commissaires Pour moi, ça a toujours été des relations extrêmement fortes. Il ne faut pas oublier que j'étais pilote longtemps et des chutes, des moments difficiles, j'en ai connu. Et les commissaires, ce sont vos premiers frères et sœurs qui sont à vos côtés. Dès que vous tombez, dès que ça ne va pas bien, combien de fois je me suis retrouvé à l'infirmerie et les commissaires qui venaient voir, ceux qui m'avaient récupéré dans un virage, qui viennent, ce sont des gens tous qui sont très impliqués, passionnés de moto, souvent motards. On a d'ailleurs, y compris dans notre équipe, on a une commissaire, Audrey, qui quand elle n'est pas avec nous, elle est sur des circuits au Grand Prix d'Angleterre ou au Grand Prix de France. Et c'est une relation extrêmement forte entre les pilotes et les commissaires. C'est souvent un petit peu les oubliés de la course. Et puis on croit toujours qu'on leur lance des fleurs parce que, allez, il ne faut pas les oublier. Mais non, la relation, elle est très sincère. Aux 24 heures du Mans ou au Bol d'Or, notre commissaire, il passe la moitié de la course, il se relaye à 2, dans le box. Ouais. Il y a les commissaires de stand aussi, il n'y a pas que de piste. Ils vivent quelque chose d'extrêmement fort, de dur, parce qu'ils sont aussi chargés de remettre des rapports. Si vous avez été ravitaillé à 5 au lieu de 4, ils sont obligés de le ramener. Il y a une vraie mission, c'est dur, parce que pour eux, parce qu'ils sont à la fois entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'aider, ils sont passionnés de moto, mais en même temps, ils font partie également du pouvoir sportif. Oui. Ils sont comme la main aussi du pouvoir sportif. Ils rapportent des dépassements sous drapeau jaune, mais en même temps, ils assurent aussi le règlement, la bonne tenue de la course à tous les niveaux. Donc c'est pas facile d'être commissaire. Un petit message à ceux qui hésitent à franchir le pas ou qui découvrent le rôle des commissaires de course. Qu'est-ce que tu leur dirais pour donner envie Tous savent que d'être au bord d'un virage, à l'intérieur d'un virage, d'être dans cette ambiance, c'est un moment extraordinaire. Je pense que ce qu'ils vivent est aussi fort que ce qu'on vit dans une écurie de course. Ils sont au cœur de la course. Et je pense que la motivation de tous les commissaires, c'est d'avoir cette carte, cet accès track, piste, dont rêvent tous les spectateurs. Donc le commissaire, en même temps, il a cette chance, il a la conscience d'avoir cette chance d'être au bord, de vivre la course. Personne ne peut l'avoir de plus près. Ouais. Christophe, on va te laisser parce que tu as plein de choses à préparer. C'est un très gros week-end pour le GMT que le week-end de Magny-Cours. Il faut charger le camion dans lequel on est. Hein. Donc on te laisse et on te dit à bientôt. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Les sports mécaniques, c'est un moteur, comme son nom l'indique, avec de l'huile qu'on met dedans. T'en sais quelque chose? C'est une institution chez nous, l'huile.
mais il faut aussi des pneus. Il y a un partenaire historique qui suit le Superbike depuis ses débuts. On est allé à leur rencontre. Nous sommes en compagnie de Bastien Nérambourg. Salut Bastien. Salut. Pourquoi Pirelli? Parce que Pirelli est le partenaire unique du mondial Superbike, Supersport et Supersport 300. C'est ça, exactement. Ça fait 15 ans, on est en 2019, le contrat va encore jusqu'en 2020. D'accord. Et on est en discussion avec la Dorna évidemment pour prolonger le contrat parce que pour nous c'est un magnifique terrain de développement et on veut absolument rester au sein du championnat du monde Superbike. On amène entre 4000 et 4500 pneus par manche. Sur les manches européennes où il y a le Supersport 300, on amène jusqu'à 5000 pneus. C'est énorme. Voilà, sur la manche de Manicourt, on est à un petit peu plus de 4500 pneus à disposition de l'ensemble des teams, quelle que soit leur catégorie et quelle que soit leur écurie. D'accord. Voilà, on ne fait pas de distinction, on n'amène pas des pneus différents pour un team plutôt qu'un autre. Un pilote a accès à 65 pneumatiques. Il peut piocher parmi 65 pneumatiques. Voilà. Pluie et sec. 65 pneumatiques, pluie, intermédiaire ou sec. À l'avant, il a le choix parmi 3 types de gomme, plus le wet, plus le rain. Et à l'arrière, 4 types de gomme, plus le wet, plus le rain. Et au total, le team n'a pas le droit d'avoir plus de 13 pneus montés. Exactement. Il ne peut pas avoir plus de 13 pneus montés dans le box. S'il se rend compte qu'il lui manque un pneumatique, il doit ramener une roue montée, faire démonter le pneumatique et le remplacer par le pneumatique dont il a besoin. Le Superbike, c'est un vrai laboratoire de développement route. Déjà, on a une baseline chez Pirelli Motos et nous vendons les pneus avec lesquels nous courons avec les pneus que nous vendons. Alors Bastien, là on est dans le cas de figure parfait du pneu de série, du pneu de développement. C'est ça, exactement. Là vous avez le pneu de série sur lequel c'est bien marqué SC0, donc c'est la gomme disponible dans le commerce avec l'étiquette dite marketing. Marketing, avec le référencement avec les codes barres, etc. Et là vous avez le pneu de développement. Ces deux pneus, ils peuvent être proches, ils peuvent être très éloignés en termes de gomme. Ouais, la carcasse est la même, d'accord? Juste, il y a quelques tout petits ajustements, infimes ajustements. On parle vraiment d'un pneu de développement, pas d'un prototype. Et ce pneumatique va nous permettre de faire évoluer nos pneus de série. Pirelli a été le premier manufacturier de pneus à inaugurer les championnats monomarques de pneus. Oui, en 2004, à la signature du championnat du monde Superbike, c'est devenu un championnat monomarque 100% Pirelli. Pirelli était le pionnier en fait dans l'instauration des championnats monomarques et on est fiers aujourd'hui d'avoir entre guillemets insufflé cette dynamique et de voir que ça devient la norme même dans les championnats nationaux. Merci beaucoup. Merci Michael. Très bon week-end. Également à vous bientôt. aussi et bonne course. Merci. On a eu le temps, Jean-Marc, de rencontrer beaucoup de commissaires. Oui. Et il y a quelque chose vraiment d'impressionnant qui ressort, c'est une passion, une vraie passion, une ferveur pour la moto. Oui, complètement, c'est ce que je vous disais ce matin. On se retrouve avec des gens qui sont là depuis, pour la plupart, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils vont de circuit en circuit. Et on aimerait, à travers les réseaux sociaux, à travers les épreuves, parce que quand on a un MotoGP au Mans où il y a plus de 100 000 spectateurs le dimanche, il y a forcément dedans, même si c'était 1% de jeunes qui seraient intéressés pour devenir commissaires, et bien là on va essayer l'année prochaine de mettre en place des petits corners pour les inviter à venir. On aimerait qu'ils viennent passer une journée dans un box, ou ne serait-ce que dans un virage, qu'ils puissent déjà voir si ça leur plaît. Comment faire, si l'émission a donné envie à certains, la vocation, comment on fait pour venir côtoyer le plus haut niveau, la compétition moto, passer de l'autre côté de la barrière, à qui on s'adresse? Alors aujourd'hui, deux alternatives. Si vous voulez, c'est soit vous téléphonez directement à la FFM, donc à Paris, il y a un téléphone, vous appelez, vous leur dites l'endroit où vous êtes et ils vont vous donner la liste des clubs qui sont autour de votre région. Avec une licence à la journée, vous êtes capable de passer une journée dans un poste. Ça c'est important pour découvrir. Déjà voir, pour découvrir l'activité, ça plaît pas. Et après, effectivement, il y a une véritable formation derrière, il y a des degrés différents. D'accord, super. Voilà. Écoute, merci beaucoup Jean-Marc, on te laisse travailler. Merci à Très vous. bon week-end, bon courage. Pascal, j'ai une question à te poser. Je voudrais savoir pourquoi tu tenais autant à ce qu'on parle des commissaires de piste. Les commissaires de piste, souvent on se pose la question, on dit pas d'huile dans un moteur, pas de compétition. Mais on peut se poser la question, comment pourrait-on faire pour courir en moto s'il n'y avait pas de commissaire? Un métier qui est souvent, je dirais, banalisé, qu'on montre peu, et où on voit qu'aujourd'hui, il y a une part d'importance qui est complète, qui est totale. Ils prennent tous les risques en plus. Ils passent leur temps à mettre les gens en sécurité. Et je pense qu'à un moment, il est indispensable, pas qu'on leur rende hommage, parce que ce n'est pas le but de leur rendre hommage,
mais c'est de mettre sous la lumière cette profession à part entière que quelquefois on regarde de manière un peu péjorative, alors qu'elle a, je dirais, toute son importance. Les pilotes le savent d'ailleurs. Les pilotes remercient les commissaires à chaque fin de course. À la fin de chaque course, regardez tous ces drapeaux qui sont agités par ces commissaires et les pilotes qui les remercient lorsqu'ils les croisent, lorsqu'ils passent près d'eux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ils rendent cette manifestation et cette passion et cette émotion qu'ils peuvent avoir. Et je pense que dans chaque commissaire, il y a un motard pour les courses de moto, mais il y a aussi une multitude d'émotions qui passent à travers leur message. Moi, je tiens à te remercier parce que les commissaires, je leur dois personnellement beaucoup. J'ai eu un grave accident, ils m'ont tiré de ce mauvais pas. Et j'ai eu grand plaisir à faire cette émission, à laisser Mickaël aller à Manicourt rencontrer tous ces commissaires de piste si précieux. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine semaine, pour une prochaine émission de Sans Concession.